La chambre d'hôpital sent le produit blanc, celui qu'on applique sur les murs pour effacer les microbes et, avec eux, tout ce qui pourrait s'accrocher à la mémoire. Au milieu de la pièce, un homme est assis sur le lit, torse nu, des électrodes collées sur la poitrine comme de petits drapeaux de bataille. Les fils courent jusqu'à un appareil qui crache, de temps en temps, une ligne verte sur un écran noir. Personne à côté de lui. Pas de chaise occupée, pas de manteau posé sur le dossier, pas de fleurs dans un vase, pas de journal froissé. Le couloir, derrière la porte, fait un bruit de fond régulier, comme une station de contrôle de vol en veille. Et lui, Andrian Grigorievitch Nikolaïev, l'homme au surnom de Faucon, parle au médecin de la même façon qu'il parlait, autrefois, aux techniciens du centre de contrôle. La voix est sèche, mesurée, sans plainte. Il donne la date, il décrit les symptômes, il énumère ce qu'il a ressenti. Il dit qu'il a senti la douleur arriver par vagues, qu'il a pensé d'abord à une fausse alerte, qu'il a attendu pour ne pas déranger, puis il a compris qu'il ne pouvait plus attendre. Il parle comme s'il lisait un rapport, comme si c'était un incident survenu à un autre, comme si son cœur était un instrument de bord qui, soudain, avait dévié de sa trajectoire. Le médecin l'écoute. Il prend des notes. Il regarde cet homme, cet ancien cosmonaute, cet être qui a tourné autour de la Terre à bord de Vostok 3 en août 1962 et qui, aujourd'hui, ressemble à un enfant puni dans une chambre trop blanche. La différence, c'est qu'un enfant puni finit par appeler sa mère. Lui, il n'appelle personne. Et le pire n'est pas la douleur, ni la machine qui bip à côté, ni les perfusions qui pendent au-dessus de son bras. Le pire, c'est le silence. Ce silence dans lequel son prénom ne résonne plus. Ce silence dans lequel sa fille ne court plus. Ce silence dans lequel sa femme ne se retourne plus. Il a appris, très jeune, dans son village de Tchorcheli, en Tchouvachi, à tracer des lignes droites. Des lignes qui ne plient pas. Des lignes qui vont d'un point à un autre sans dévier. C'est ainsi qu'on lui a appris à voler. C'est ainsi qu'on lui a appris à parler, à marcher, à se tenir. Il lisait les trajectoires dans les étoiles, il devinait l'angle d'entrée dans l'atmosphère à la seconde près, il calculait la moindre correction de cap. Mais il n'a jamais appris à lire dans les yeux de sa femme. Il n'a jamais appris à interpréter ce qui se passait derrière un regard qui s'éloigne, derrière un front qui se ferme, derrière une voix qui dit « ça va », sans que rien n'aille. Il a passé sa vie à scruter des horizons lointains. Il a oublié de regarder l'horizon le plus proche, celui qui se trouvait à côté de lui, dans la cuisine, dans le couloir, dans le lit. Valentina Tereshkova, la mouette, la première femme dans l'espace, à bord de Vostok 6, en juin 1963, a été sa femme. Ils se sont mariés en novembre de la même année. Un mariage célébré publiquement, avec Nikita Khrouchtchev à la table, sous les flashs des photographes, devant une foule qui applaudissait comme si l'on scellait un pacte entre deux nations, entre deux légendes. Leur fille, Elena Andrianovna Nikolaïeva Tereshkova, est née en juin 1964. Le monde entier a parlé d'eux, comme d'un couple gravé dans le marbre, d'un roman d'amour qui devait durer plus longtemps que les fusées. Mais ce que le monde n'a pas vu, c'est ce qui s'est passé après les cérémonies, après les projecteurs, après les toasts. Ce que le monde n'a pas vu, c'est le retour sur Terre. Toujours le retour sur Terre. D'après une version répandue, c'est lui qui a demandé le divorce. C'est lui qui s'est rendu à Moscou pour obtenir, en personne, l'autorisation de Léonid Brejnev. Ce détail, s'il est vrai, dit tout de l'époque. À cette époque, on ne divorçait pas comme on veut. On ne se séparait pas comme on respire. On demandait la permission. On montrait patte blanche. On expliquait que la trajectoire commune avait dévié. Et lui, l'homme qui avait tenu une trajectoire parfaite autour de la Terre pendant des jours entiers, a vu sa trajectoire personnelle se déliter. Et il a choisi d'en parler à un dirigeant d'État. Comme si l'amour était encore une question d'État. Comme si l'on ne pouvait pas, même pour se quitter, échapper au regard du pouvoir.
D'après une autre version, les choses se sont passées autrement. Les versions se contredisent. Les archives ne le confirment pas. Les proches ne sont pas tous d'accord. Mais toutes les versions s'accordent sur un point. Après la séparation, il a quitté le domicile familial avec une seule valise. Une valise. L'homme qui avait porté l'uniforme de l'Union soviétique. L'homme qui avait serré la main de Khrouchtchev. L'homme qui avait tenu dans ses bras une enfant née de 2 légendes est parti avec une valise. Le reste, les meubles, les photos, les livres, les médailles, tout est resté derrière. Il n'a emporté que ce qu'il pouvait porter. Il n'a emporté que le strict nécessaire. Comme avant un vol, quand on ne garde que l'indispensable, parce que l'on sait que le reste sera brûlé dans l'atmosphère. Quand on regarde aujourd'hui les archives, quand on feuillette les dossiers, on tombe sur une ligne, une seule, qui dit tout. Dans la colonne « Situation familiale », à la case prévue pour l'état civil, là où l'on attend les mots « marié »,« divorcé » ou « veuf », il a écrit autre chose. Il a écrit « Odinoki », solitaire. Pas divorcé, pas veuf, solitaire. Comme un diagnostic, comme un cap, comme une trajectoire qu'on s'impose à soi-même, sans escale, sans retour, sans rendez-vous orbital avec personne. Solitaire, non pas parce que la vie l'a voulu, mais parce que tout le reste, pour lui, avait cessé d'exister. Ce qui s'est passé ensuite, personne ne le sait vraiment. Les uns disent qu'on a interdit à Elena de prononcer son nom de famille, d'autres le nient. Certains murmurent qu'on lui aurait dit, à elle, enfant, « Tiperti Terechkova, ne Nikolaïva. Maintenant tu es Terechkova, pas Nikolaïva. » Une phrase courte, lancée peut-être sans y penser, peut-être avec toute la cruauté d'un monde adulte qui ne mesure pas le poids de ses mots. Une phrase qui suffit, à elle seule, à effacer un père. Une phrase qui suffit, à elle seule, à réécrire une généalogie. Une phrase qui, d'après des proches, aurait retenti dans la tête de l'enfant bien longtemps après avoir été prononcée. Une phrase qui, d'après des proches, aurait changé le cours d'une vie. Lui, de son côté, n'a rien dit, n'a pas protesté, n'a pas couru après les tribunaux, n'a pas placardé de lettres ouvertes, n'a pas appelé la presse à son secours. Il a accepté. Il a accepté comme on accepte une panne en plein vol, sans drame, sans cri, sans geste inutile. Il a simplement ajouté, dans les conversations avec les rares personnes qu'il voyait encore, « Ce n'est pas la peine de se battre. » Une bataille pour sa propre fille, disait-il, est une guerre qu'il avait perdue d'avance. On ne lui avait laissé, précisait-il, ni la moindre chance, ni le moindre droit. Et il le disait sans amertume, ou du moins sans amertume visible. Avec la même voix qu'il utilisait autrefois pour annoncer une correction de cap, avec la même voix qu'il utilise aujourd'hui pour décrire son infarctus au médecin de garde. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, d'un homme qui a perdu, non pas une femme, mais une part de lui-même, d'un homme qui a perdu le droit de dire « ma fille » devant témoin, d'un homme qui a perdu le droit d'être présent aux anniversaires, aux fêtes d'école, aux premiers mots, aux premiers pas. Tout cela, il l'a perdu. Et il ne s'en est jamais vraiment remis. Il ne s'en est jamais vraiment plaint. Il a juste écrit, dans la case prévue pour l'amour, un mot qui fait peur. Solitaire. Voilà pourquoi, aujourd'hui, dans cette chambre d'hôpital, il y a cet homme torse nu, couvert d'électrodes, seul, qui parle au médecin comme s'il parlait à un écran de contrôle. Voilà pourquoi il y a cette absence totale de visiteurs. Voilà pourquoi le couloir reste vide. Voilà pourquoi personne ne décroche, à l'autre bout, quand il essaiera, peut-être, de passer un appel. Voilà pourquoi il n'a même pas essayé. Parce qu'il sait, depuis longtemps déjà, que personne ne répondra. Parce qu'il sait, depuis longtemps déjà, que les lignes, même les plus droites, même les plus solides, finissent par se briser. Et que la dernière trajectoire qu'il lui reste à tracer, c'est celle qui conduit, lentement, irrémédiablement,
vers une solitude qu'il n'a jamais choisie, mais qu'il porte, désormais, comme un titre de plus. Un titre qui ne figure sur aucun document officiel, mais qui pèse, à lui seul, plus lourd que toutes les décorations. Il est seul, définitivement seul. Et la machine, à côté de lui, continue de biper. Et dehors, au-delà de la fenêtre, la nuit est déjà là, noire, vaste, indifférente. S'il lève les yeux, il ne verra pas les étoiles. Il verra seulement le reflet de la pièce, et peut-être, dans ce reflet, la silhouette d'un homme qui ne ressemble plus à personne. Pas même à lui-même. Pas même à celui qui, autrefois, lisait le ciel comme on lit un livre ouvert. Pas même à celui qui, autrefois, croyait encore que l'on pouvait, en gardant le cap, atteindre l'orbite prévue. L'orbite prévue, il l'a atteinte, et il l'a dépassée, et il est revenu, et personne ne l'attendait. Le matin, à la Cité des Étoiles, le réveil sonnait toujours à la même heure. 5h30, jamais une minute de plus, jamais une minute de moins. Andrian Nikolaïev se levait comme il s'était toujours levé, depuis les années de préparation, depuis les jours passés au cosmodrome de Baïkonour, depuis les nuits blanches, à mémoriser des séquences de chiffres et de gestes. Le corps se redressait, les pieds touchaient le sol, la main droite cherchait, par habitude, le rebord de la table de nuit, comme on cherche une commande. Pas de commande. Pas de manette. Pas de bouton de mise à feu. Seulement le silence d'un appartement vide, et la lumière pâle de l'aube qui passait à travers les rideaux. Il faisait le lit, tirait la couverture, lissait le drap, repliait l'oreiller en rectangle parfait. Puis il se rasait, avec la même précision qu'autrefois, devant le même miroir, sans jamais couper, sans jamais presser. Puis il cirait ses chaussures. Puis il lavait la vaisselle, immédiatement après le petit déjeuner, sans jamais la laisser tremper. Une tasse, une assiette, un verre, et tout disparaissait dans l'évier avant que la dernière miette n'ait le temps de sécher. Une voisine du dessous, d'après une version répandue, aurait dit un jour, en passant dans l'escalier, « Unego daje, czajnik zwistit strogo po ustawu ». Chez lui, même la bouilloire siffle selon le règlement. Il hochait la tête. Il ne protestait pas. Parce que l'ordre pour lui n'était pas une discipline de façade. C'était la dernière illusion que quelque chose dans sa vie restait sous contrôle. L'infarctus avait laissé des traces. Pas seulement dans les artères, dans la mémoire du muscle. Des traces dans la façon de marcher, dans la façon de respirer, dans la façon de s'asseoir. Il s'asseyait maintenant avec précaution, comme on s'assoit dans un fauteuil qui pourrait basculer. Il se levait de la même manière, en s'appuyant d'abord sur la coudoir, puis sur la table, puis sur le mur, comme un astronaute qui redécouvre, après des semaines en apesanteur, le poids de son propre corps. Mais l'infarctus, disait-il à ses proches, n'était pas la vraie maladie. La vraie maladie, c'était ce qui l'avait précédé. Ce qui avait creusé, lentement, longtemps, avant de faire éclater le cœur. Une fissure, disait-il, qui ne venait pas de l'effort, ni du stress des vols, ni des heures passées à tester des simulateurs. La fissure venait d'ailleurs, d'une blessure qu'on ne voit pas sur les scanners, d'une blessure qui ne saigne pas à l'extérieur. La fissure, précisait-il à mi-voix, venait du sentiment d'avoir été trahi. Et il le disait sans accusation, sans amertume, presque avec la même neutralité que dans un rapport d'incident. Comme s'il décrivait une panne survenue à un collègue, et non à lui-même. Les jours, après la séparation, s'organisaient en rituels minuscules. Le matin, donc, le lever, le lit, le rasage, les chaussures, la vaisselle. Puis la marche. Une longue marche, à travers les allées de la Cité des Étoiles, sous les bouleaux, le long des bâtiments qui ressemblaient à des dortoirs d'école. Les mêmes allées que celles qu'il avait parcourues, autrefois, aux côtés de Youri Gagarin, de Sergueï Korolev, de Vitali Sevastianov, son coéquipier de Soyouz 9, en juin 1970. 18 jours en orbite, un record de durée,
Un retour si dur que ni l'un ni l'autre ne pouvaient tenir debout à la sortie de la capsule. 18 jours à flotter au-dessus de la Terre, à voir les continents défiler en silence, à regarder les orages s'allumer comme des bougies dans la nuit, à parler à la Terre par radio, à manger de la pâte dans des tubes, à dormir dans des sacs suspendus, à rêver de gravité. Et puis le retour. Le retour si violent qu'il fallut des heures pour réapprendre à marcher. Ce retour-là, celui de 1970, il l'avait fait debout. Mais il y en eut un autre, plus tard, un retour invisible, sans capsule, sans amérissage, sans cérémonie. Un retour dans un appartement vide, un retour sans applaudissements, un retour sans coéquipier à qui dire « on a réussi ». Ce retour-là, il ne le fit jamais tout à fait. Car le plus dur, dans la séparation, ce ne furent pas les formalités, ni les signatures, ni le regard des autres. Le plus dur, ce furent les premières secondes du matin. Ces secondes où l'on tend, par réflexe, la main vers le côté du lit où quelqu'un dormait autrefois. Ces secondes où l'on entend, dans le silence, un bruit qui n'est pas un bruit, mais l'absence d'un bruit. Le bruit qu'aurait fait une respiration. Le bruit qu'aurait fait un mouvement de drap. Le bruit qu'aurait fait un livre qu'on tourne. Ce bruit qui n'existe pas, mais qui résonne plus fort que tous les autres. C'est ce moment-là qui fut le plus cruel. Et c'est ce moment-là, disait-il, qui revenait chaque matin, comme un compte à rebours qu'on ne peut pas arrêter. Il attendait au début un coup de fil. Un seul. Un appel d'Elena, sa fille, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, il ne comptait plus. Il ne téléphonait pas, lui, non par orgueil, disait-il à ses proches, mais parce qu'il comprenait. Si elle ne téléphonait pas, ce n'était pas qu'elle l'avait oublié. C'était qu'on le lui avait fait oublier. Derrière ce silence, il y avait une volonté plus forte que l'amour d'un père. Une volonté qu'il ne pouvait pas briser, parce qu'il ne savait même pas où elle se cachait. Alors il attendait. 1 an, 2 ans, 3 ans. Les mêmes rituels, le même lit, les mêmes chaussures, la même vaisselle. Et toujours le même silence à l'autre bout du fil. D'après une version répandue, c'est Valentina Terechkova qui aurait interdit les visites. Les raisons, murmurait-on, étaient multiples. L'offense, la peur, la colère. Peut-être tout cela à la fois. Personne ne le disait franchement. Personne ne le niait non plus. D'après une autre version, ce n'était pas un interdit explicite, mais un mur plus subtil. Un mur fait de mots doux, de promesses tenues à demi, de portes entr'ouvertes puis refermées. Un mur qui ne portait pas de panneau « interdit d'entrer », mais dans lequel, disait-il, on ne pouvait pas passer. D'après une version encore, un jour, la fille elle-même aurait déposé une demande officielle pour ne garder qu'un seul nom de famille, celui de la mère, celui de Terechkova. Nikolaïev aurait disparu des registres. Nikolaïev serait devenu, sur le papier, un étranger. À ce moment-là, d'après les personnes qui l'ont connu, quelque chose se serait brisé en lui. Pas physiquement, pas d'un coup. Quelque chose de plus lent, de plus intérieur, comme une poutre qui cède sous un poids qu'elle a porté trop longtemps sans rien dire. Il n'avait rien objecté. Il n'était pas allé au tribunal. Il n'avait pas protesté. Il avait accepté. Comme si elle avait choisi un camp. Comme si, dans cette guerre qu'il n'avait jamais voulu, on lui avait assigné une place, et que cette place était celle du père absent. Il disait à ses amis, en manière d'explication, « Tout ce que je veux, c'est qu'elle ne souffre pas. Si pour elle c'est plus simple ainsi, alors qu'il en soit ainsi. » Et il le pensait. Ou du moins, il essayait de le penser. Parce que l'autre solution, c'était de se battre. Et il savait, depuis longtemps, qu'il ne gagnerait pas. Pendant ce temps, la vie continuait, ailleurs, à un autre rythme. D'après une version répandue, Valentina Terechkova s'est remariée presque aussitôt. On l'a vue à la télévision,
plus légère, plus souriante. On a parlé d'elle dans les journaux. On a publié de nouvelles photographies. Une nouvelle existence, ouverte comme une seconde page. Pendant ce temps, lui, dans la cité des étoiles, n'écrivait plus rien, ne projetait plus rien, n'attendait plus rien. Son existence s'était arrêtée à la première page. La première page avait été belle, brillante, applaudie. Mais une page, même brillante, finit par tourner. Il recevait, parfois, des lettres de femmes qu'il avait admirées, qu'il admirait encore, qui voyaient en lui un héros, un symbole, une silhouette de livre d'école. Il les lisait, poliment. Il y répondait, poliment. Il déchiffrait dans ces lignes le vocabulaire de l'admiration, les superlatifs, les exclamations, les vous majuscules. Il comprenait en lisant qu'on ne s'adressait pas à lui. On s'adressait à l'homme en costume, à l'homme aux décorations, à l'homme qu'on avait vu, une fois, à la télévision, flotter dans une capsule au-dessus des océans. On ne voyait pas l'homme qui, le soir, s'asseyait seul à sa table. On ne voyait pas l'homme qui, parfois, restait immobile devant une photographie d'enfant. On ne voyait pas l'homme qui, parfois, parlait tout bas, comme pour s'assurer qu'il avait encore une voix. On voyait le faucon. On ne voyait pas Andria Nikolaïev. Il disait à de rares amis qu'il n'attendait plus de rencontrer une femme camarade. Le mot, dans sa bouche, n'était pas anodin. Une femme camarade, c'était autre chose qu'une admiratrice, autre chose qu'une admiratrice curieuse, autre chose qu'une compagne de voyage. Une femme camarade, c'était quelqu'un qui aurait été là, non pas parce qu'il avait volé, mais parce qu'il était revenu. Quelqu'un qui aurait vu en lui, non pas le cosmonaute, mais l'homme qui rentre, fatigué, désorienté, un peu perdu. Il ne l'a jamais trouvé, ou du moins, il ne l'a jamais reconnu. Et c'est peut-être pour cela qu'il a cessé de chercher. Il y eut pourtant un moment où il sortit de ce silence. Un journal, d'après une version répandue, avait publié un article où l'on disait qu'il s'était complètement laissé aller, qu'il vivait mal, qu'il buvait, qu'il ne contrôlait plus rien. Des mots qu'il n'avait jamais mérités, disait-il. Des mots qui ne correspondaient à rien de ce qu'il vivait. Alors il a fait ce qu'il n'avait jamais fait. Il a intenté un procès. Sans éclat, sans cri, sans conférence de presse. Simplement, calmement, il a montré les faits, les dates, les preuves de sa sobriété. Et il a gagné. Non pas par vengeance, disait-il à ses proches, non pas pour se venger de l'article, mais parce qu'il y avait une limite, une dernière limite. On pouvait être seul, on pouvait être oublié, on pouvait être trahi, mais on ne pouvait pas, en plus, être humilié. Cette limite, il l'a tracée lui-même, avec la précision d'un rapport d'orbite, et il l'a fait respecter. Il disait, à ceux qui voulaient l'entendre, que les étoiles étaient plus honnêtes que les hommes. Inagdam ne kajecja, что звезды честнее людей. Они хотя бы не притворяются. Parfois, il me semble que les étoiles sont plus honnêtes que les hommes. Au moins, elles ne font pas semblant. Il le disait sans amertume, ou du moins avec l'amertume d'un homme qui a cessé de croire aux promesses, mais qui continue, malgré tout, à lever les yeux vers le ciel. Et la nuit, quand il éteignait la lumière, quand l'appartement retombait dans son silence d'usine désaffectée, il restait assis un instant, sans bouger, à écouter. Pas la bouilloire, pas le couloir, pas les pas des voisins. Il écoutait le silence lui-même. Ce silence qu'il appelait, dans ses conversations les plus rares, la solitude dans laquelle le temps sonne. Pas de sonnerie, pas d'attente, pas de questions. Juste le temps qui passe, et lui, seul, à l'écouter passer. Il savait depuis longtemps
qu'il ne reviendrait pas en arrière. La trajectoire était tracée. Et la trajectoire, cette fois, ne menait nulle part. Ou du moins, nulle part où l'on attende quelqu'un. La trajectoire menait jusqu'au bout de lui-même, jusqu'au bout de la cité des étoiles, jusqu'au bout de ce qu'il restait d'un homme qui, autrefois, avait tenu entre ses mains le cap d'un vaisseau spatial, et qui aujourd'hui ne tenait plus rien. Sinon le silence, sinon la certitude, lentement acquise, que l'on peut être 1000 autour de quelqu'un, et que ce quelqu'un, malgré tout, reste seul. Définitivement seul. Comme un cosmonaute qui flotterait depuis des années dans le vide, sans station à laquelle s'arrimer, sans voix à laquelle répondre, sans coéquipier à qui dire « on a réussi ». Le téléphone a sonné un mardi. Pas un jour férié, pas un jour de fête, pas un jour marqué d'une pierre blanche dans le calendrier. Un mardi ordinaire, dans un appartement ordinaire de la Cité des Étoiles, au milieu d'un après-midi ordinaire, quand le soleil tape déjà moins fort sur les rideaux et que la lumière tombe, lente, dans la pièce. Andrian Nikolaïev est assis à la table de la cuisine, devant une tasse de thé qu'il a oublié de boire. Il regarde, sans la voir, la place vide en face de lui. Il regarde, sans les compter, les fissures du plafond. Il écoute, sans vraiment les entendre, les pas des voisins à l'étage. Et puis soudain, le téléphone sonne. Une sonnerie ancienne, mécanique, presque décourageante, comme si l'appareil lui-même hésitait à déranger. Il ne se lève pas tout de suite. Il regarde l'appareil comme on regarde un objet qu'on a cru disparu. Il tend la main. Il décroche. Et à l'autre bout du fil, une voix de femme. Une voix qui tremble. Une voix qui dit un mot. Un seul. Un mot qu'il n'a pas entendu depuis des années. Un mot qui, dans sa bouche, ressemble à une porte qu'on rouvre, avec précaution, de l'intérieur. Papa. Papa. Un mot si petit, un mot si lourd, un mot qu'il n'attendait plus, un mot qu'il n'espérait plus. Un mot qui, pendant toutes ces années, était resté quelque part, dans une mémoire qu'il croyait éteinte, et qui, soudain, revient. Comme un signal, capté par hasard, dans une nuit sans lune. Un signal faible, brouillé, mais vivant, définitivement vivant. Il ne répond pas tout de suite. Le silence dure 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Le temps qu'il faut pour comprendre que ce n'est pas une erreur. Le temps qu'il faut pour comprendre que ce n'est pas un canular. Le temps qu'il faut pour comprendre que l'autre personne, à l'autre bout du fil, c'est elle. Elena, sa fille. Elena Andrianovna Nikolaïeva Terechkova, aujourd'hui une femme, une médecin, une inconnue qui a grandi sans lui. 10 ans. 10 ans sans nouvelles. 10 ans sans un mot, sans une lettre, sans un signe. 10 ans pendant lesquels il a appris, chaque matin, à ne pas attendre. 10 ans pendant lesquels il a appris, chaque soir, à ne pas écouter. Et voilà qu'en 1 seconde, en un seul mot, tout ce qu'il avait appris s'effondre. Pas d'un coup, pas dans un fracas, mais doucement, comme une maison de neige au printemps. Il dit enfin quelque chose. Sa voix, à lui, ne tremble pas. Ou du moins, elle ne tremble pas autant qu'il l'aurait voulu. Il prononce son prénom. Il dit « Elena ». Il le dit comme on dit un mot étranger qu'on réapprend. Il le dit comme on dit le nom d'une ville qu'on a quittée enfant et dans laquelle, aujourd'hui, on revient en touriste. Il ne demande pas pourquoi. Il ne demande pas comment. Il ne demande pas ce qui s'est passé, ni qui a téléphoné avant, ni qui a téléphoné après. Il écoute, simplement, comme on écoute, après un long voyage, le bruit de la maison. Elle parle. Elle parle d'abord maladroitement, puis plus librement, puis avec des silences, puis avec des mots de nouveau. Elle dit qu'elle a quitté la maison, qu'elle est devenue adulte, qu'elle a voulu, un jour, d'elle-même, sans rien demander à personne, retrouver le chemin. Elle ne le fait pas pour se justifier.
Elle ne le fait pas pour réparer ce qui ne peut pas être réparé. Elle ne le fait pas pour effacer les années. Elle le fait, dit-elle, parce qu'elle ne pouvait plus vivre sans l'avoir fait. Elle le fait parce que le silence, à la longue, était devenu plus lourd que la vérité. Elle le fait parce qu'elle a compris, un matin, qu'elle ne voulait plus être du côté de ceux qui se taisent. Il ne répond pas grand-chose. Il dit que c'est bien. Il dit qu'il est content. Il dit qu'il n'a jamais douté d'elle. Il ne dit pas qu'il a souffert. Il ne dit pas qu'il a attendu, chaque soir, pendant des années, un appel qui ne venait pas. Il ne dit pas qu'il a imaginé 1000 fois cette conversation, et que 1000 fois dans ses rêves, elle se terminait mal. Il ne dit rien de tout cela. Il dit seulement que c'est bien, que le thé est encore chaud, qu'il peut l'avoir. Demain, si elle veut. Aujourd'hui, si elle veut. Tout de suite, si elle veut. Et elle veut. Aujourd'hui. Tout de suite. Quand elle arrive, il n'y a pas de scène. Pas de cris. Pas de larmes qui débordent. Pas de musique en arrière-plan. Il n'y a qu'une porte qui s'ouvre, une femme qui entre, un homme qui se lève, deux personnes qui restent debout, face à face, pendant quelques secondes, sans savoir quoi faire de leurs bras. Puis ils s'approchent, elle s'approche, et ils se tiennent l'un en face de l'autre, sans se toucher encore, comme deux personnes qui ont peur de briser quelque chose. Puis lentement, il pose la main sur son épaule. Elle pose la main sur la sienne. Et c'est tout. C'est déjà immense. C'est déjà plus que ce qu'ils avaient imaginé, l'un et l'autre, dans leur nuit blanche. Il prépare le thé, il pose la théière sur la table. Il sort 2 tasses. L'une, la sienne, est une tasse ordinaire, blanche, sans histoire. L'autre, c'est la tasse d'Elena, une tasse d'enfant, avec une anse un peu trop petite pour une main d'adulte, avec une fissure qui court sur le côté, comme une rivière sur une carte. Une tasse qu'il a gardée depuis des années, une tasse qu'il n'a jamais jetée. Une tasse qu'il a sortie, ce matin, sans savoir pourquoi. Comme on sort, certains matins, une chose qu'on a cachée au fond d'un tiroir, parce qu'on pressent, sans se l'avouer, que quelqu'un va venir. Elle voit la tasse. Elle la reconnaît. Elle ne dit rien. Ou, du moins, elle dit quelque chose, mais ce quelque chose est si bas, si fragile, que lui-même ne l'entend pas. Il voit seulement que ses yeux brillent. Il voit seulement que sa main se pose, un instant, sur la tasse, comme on pose la main sur une pierre qu'on a longtemps cherchée. Il voit seulement que, pour la première fois depuis des années, il ne passe seul à cette table. Il voit seulement que la place en face de lui n'est plus vide. Ils boivent le thé, ils parlent peu. Ils parlent de choses simples, du temps qu'il fait, de la cité des étoiles, d'un médecin qu'elle a connu, d'un livre qu'il a relu, de rien, de tout. Ils ne parlent pas des années perdues. Ils ne parlent pas du divorce. Ils ne parlent pas des noms de famille. Ils ne parlent pas des formulaires officiels. Tout cela est trop lourd pour un premier jour. Tout cela viendra plus tard, ou ne viendra jamais. Ce qui compte, aujourd'hui, c'est le thé. C'est la fissure de la tasse. C'est la lumière qui tombe par la fenêtre. C'est le bruit de la rue, en bas, qui ressemble, pour une fois, à un bruit de vie. Il ne lui demande pas pourquoi elle a attendu si longtemps. Il ne lui demande pas pourquoi elle a signé ce papier, autrefois, pour ne plus porter son nom. Il ne lui demande pas si quelqu'un l'a forcée. Il ne lui demande pas si elle a peur. Il ne lui demande rien. Parce que les questions dans ces moments-là sont des armes, et il ne veut pas se battre. Il ne s'est jamais battu. Il s'est toujours dit que la lutte pour un enfant, lorsque l'enfant est devenu adulte, est une lutte qu'on a perdue d'avance. Alors il laisse venir, il laisse parler. Il laisse le silence, aussi, quand le silence est nécessaire. Il laisse la tasse se vider. Il laisse le jour tourner. Quand elle part ce soir-là, elle l'embrasse sur la joue.
Un baiser rapide, presque timide, comme un baiser d'enfant qu'on n'a pas donné depuis longtemps et qu'on réapprend. Il ferme la porte derrière elle. Il reste un instant immobile. Puis il retourne à la table. Il regarde la tasse d'Elena avec sa fissure. Elle est vide maintenant, mais elle a contenu du thé. Ce thé, c'est le premier qu'elle boit chez lui depuis 10 ans. Ce thé, c'est le premier qu'elle boit dans cette tasse depuis son enfance. Et lui, debout devant la table, regarde cette tasse vide. Et pour la première fois depuis des années, il ne sent pas le vide. Il sent quelque chose d'autre. Quelque chose qu'il n'ose pas nommer. Quelque chose qui ressemble, vaguement, à un retour. Pas un retour à ce qu'il était, un retour à ce qu'il aurait pu être, si les choses avaient été différentes. Les jours qui suivent sont différents. Pas différents comme un miracle, différents comme une saison qui change. Il se lève toujours à la même heure, il fait toujours son lit avec la même rigueur, il cire toujours ses chaussures, il lave toujours la vaisselle immédiatement. Mais il y a, désormais, une deuxième tasse sur l'égouttoir, une deuxième cuillère dans le tiroir, une deuxième chaise, parfois, tirée dessous la table. Il ne fait pas de projet. Il ne dit pas « maintenant, tout sera différent ». Il sait, lui qui a tenu des caps dans l'espace, que les caps, une fois corrigés, exigent du temps avant de retrouver leur trajectoire. Alors il laisse faire le temps. Il laisse Elena venir quand elle peut. Il laisse Elena repartir quand elle doit. Il ne compte pas les visites. Il ne note pas les dates. Il accepte ce qui vient, comme on accepte, en orbite, une fenêtre de tir qu'on ne maîtrise pas. Il ne change rien d'ailleurs à ce qu'il est. Il ne devient pas plus tendre au sens où le monde l'entend. Il ne devient pas plus ouvert, plus bavard, plus confiant. Il reste ce qu'il a toujours été. Un homme droit, un homme ponctuel, un homme qui se tient comme un soldat, même quand il n'y a plus de guerre. Mais il devient peut-être un peu plus doux, un peu plus proche de lui-même, un peu plus présent à ce qui l'entoure. Et quand dans les formulaires officiels, dans la case prévue pour l'état civil, on lui demande, une fois de plus, quelle est sa situation, il écrit comme avant, Odinoki, solitaire. Mais cette fois, il ne met pas de point à la fin. Cette fois, il s'arrête, la plume en suspens, un instant. Comme on laisse, en musique, une mesure de silence avant de reprendre. Comme on laisse, en orbite, un silence radio avant de transmettre la prochaine coordonnée. Pas un point. Une pause. Une attente. Une porte entr'ouverte. Il sait désormais que la vie peut, comme une trajectoire, dévier de son cap sans qu'on l'ait voulu. Il sait que la vie peut, comme une trajectoire, retrouver un nouveau cap, sans qu'on l'ait espéré. Il sait que tout cela ne répare rien. Ce qui a été perdu est perdu. Les années ne reviendront pas. Les mots qui n'ont pas été dits resteront non dits. Les photos qu'on n'a pas prises resteront absentes. Mais ce qui peut être vécu, désormais, il le vit, sans bruit, sans témoin, sans déclaration. Il vit une seconde fois, pas une seconde jeunesse, une seconde présence, une seconde chance, minuscule, fragile, mais réelle. Le soir, quand il éteint la lumière, il reste un instant assis à la table, devant la tasse d'Elena. La tasse est vide. La fissure est toujours là, mais la tasse, désormais, n'est plus un souvenir. Elle est, à nouveau, un objet du quotidien, un objet qui sert, un objet qui attend. Et lui, dans la pénombre, se dit, sans se le dire vraiment, que les étoiles, vues d'en bas, ressemblent à des yeux qui ne jugent pas, et que le silence, vu d'en haut, ressemble à une mer sans fond, mais calme, définitivement calme. Il ne le dit à personne, il n'écrit rien dans un journal, il ne l'écrit à personne, dans aucune lettre, dans aucun rapport. Il le garde pour lui, comme un secret de vol. Un secret qu'on emporte avec soi, dans la capsule, quand on quitte la Terre, et qu'on ramène, intact, quand on revient.
Et ce secret, c'est que la vie, malgré tout, malgré les trahisons, malgré les silences, malgré les formulaires, peut encore, parfois, vous tendre la main. Il suffit d'accepter la main. Il suffit de ne pas se dérober. Il suffit de ne pas poser de questions inutiles. Il suffit, simplement, d'être là. D'être là quand l'autre revient. D'être là quand la tasse se remplit, quand la fissure se voit, quand la lumière tombe, quand le silence, pour une fois, ne fait plus peur. Dans les dernières années, Andrian Nikolaïev levait les yeux vers le ciel comme on lève les yeux vers une maison qu'on a quittée. Ce n'était plus le ciel du cosmonaute, celui qu'on apprend à découper en cartes, en trajectoires, en zones de rentrée. C'était le ciel d'un homme qui, simplement, se souvenait. Un ciel qu'il avait vu 1000 fois, à travers le hublot, au-dessus des océans, au-dessus des déserts, au-dessus des villes endormies. Un ciel qu'il n'avait jamais vu d'en bas, aussi longtemps, aussi patiemment que maintenant. Il le regardait le soir, depuis le banc, devant la maison, dans la cité des étoiles. Il le regardait le matin, à travers la fenêtre, quand le café chauffait dans la tasse. Il le regardait comme on regarde une personne qu'on a aimée et qu'on n'ose plus appeler, mais qu'on n'a pas oubliée. Car ce ciel, là-haut, lui paraissait plus propre que tout ce qu'il avait connu en bas. Là-haut, disait-il à de rares amis, il n'y a pas de trahison. Là-haut, il n'y a pas de rumeur. Là-haut, personne ne décide à votre place. Là-haut, le vide est vide, et c'est précisément pour cela qu'il est supportable. Au moins, le vide ne ment pas. Au moins, le vide ne fait pas semblant d'être plein. Au moins, le vide ne vous adresse pas la parole avec un sourire qui n'est pas un sourire. Inogda мне кажется, что звезды честнее людей. Они хотя бы не притворяются. Parfois, il me semble que les étoiles sont plus honnêtes que les hommes. Au moins, elles ne font pas semblant. Il le disait à voix basse, comme on se parle à soi-même, le soir, quand on a cessé de croire aux promesses. Sa vie, désormais, était d'une simplicité qu'on aurait pu croire inventée. Il se levait à la même heure, il faisait son lit, il se rasait, il cirait ses chaussures, il lavait sa tasse, sa cuillère, son assiette. Il marchait, le matin, sous les bouleaux de la Cité des Étoiles. Il croisait des collègues plus jeunes, qui le saluaient avec respect, qui s'arrêtaient pour lui serrer la main, qui lui demandaient, poliment, comment il allait. Il répondait, poliment, qu'il allait. Il ne disait pas bien, il ne disait pas mal. Il disait « ça va », avec la même voix qu'il utilisait autrefois dans les rapports pour indiquer un paramètre nominal. Un paramètre dans les clous, ni brillant, ni alarmant, juste dans les clous. Et les collègues hochaient la tête, satisfaits de cette réponse, et passaient leur chemin, sans deviner que derrière ce « ça va », il y avait des années entières de silence, des dimanches vides, des formulaires où l'on écrivait « Odinoki » sans point à la fin, des photographies qu'on ne regardait plus, des lettres qu'on ne recevait plus, des appels qu'on n'attendait plus. On l'invitait, parfois, à des cérémonies, à des inaugurations, à des meetings de vétérans, à des rencontres avec des écoliers qui préparaient des exposés sur la conquête spatiale. Il venait, il s'asseyait, il signait des autographes, il posait pour des photographies. À côté de lui, on voyait parfois, encadré, une photo ancienne. Lui, en combinaison, à côté de Youri Gagarin, le premier homme dans l'espace. Deux hommes jeunes, deux sourires qui ne savaient pas encore ce que l'avenir leur réservait. Deux hommes qui se tenaient droit, comme on se tient devant l'histoire, quand l'histoire n'a pas encore commencé à vous user. Les gens regardaient cette photo, et ils croyaient voir un homme comblé, un homme qui avait tout eu, un homme à qui il ne manquait rien. Et lui, à côté de la photo, restait silencieux. Pas silencieux comme un acteur qui attend son tour, silencieux comme un homme qui a compris, depuis longtemps, que ce que les gens voient n'est pas ce qu'il est.
Ce que les gens ne voyaient pas, c'était l'homme qui, le soir, s'asseyait à sa table, devant une tasse vide, et qui regardait, sur la petite étagère, une photo d'enfant. Une photo où l'on voyait une petite fille, à califourchon sur ses épaules, qui riait aux éclats, les bras tendus comme des ailes. Une photo qu'il n'avait jamais enlevée, une photo qu'il n'avait jamais retournée contre le mur. Une photo qu'il regardait, certains soirs, comme on regarde une porte fermée, en se demandant ce qu'il y a derrière. Et derrière, il y avait une vie qu'il n'avait pas vécue, une vie qu'on lui avait, d'une certaine manière, retirée. Il ne se plaignait pas, il ne publiait pas de lettres ouvertes, il n'écrivait pas de mémoire à charge. Il ne donnait pas d'interview où il aurait fallu, pour être cru, montrer ses blessures. Il se taisait. Il se taisait comme on se tait dans une cabine quand on est en orbite et que la Terre, en bas, continue de tourner sans vous. Ce silence, chez lui, n'était pas de la résignation. C'était une forme de loyauté. Une loyauté envers lui-même. Une loyauté envers ce qu'il avait été, envers ce qu'il avait promis, envers ce qu'il avait juré, autrefois, en uniforme, devant les drapeaux, devant les microphones. Cette loyauté, il l'avait gardée, même quand personne, autour de lui, ne la réclamait plus. On disait, parfois, qu'il était seul. Et c'était vrai. Mais c'était aussi trop simple, trop réducteur. Être seul, pour un homme comme lui, ce n'était pas une statistique, ce n'était pas une case dans un formulaire. C'était un état qu'il portait depuis des années, sans s'en plaindre, comme on porte une cicatrice qu'on ne montre plus, parce qu'on a compris que personne, en la voyant, ne comprendrait vraiment ce qu'elle a coûté. Un homme peut être entouré de 1000 personnes et rester seul. Un homme peut serrer des centaines de mains et rester seul. Un homme peut répondre à des centaines de lettres et rester seul. Car la solitude, la vraie, n'est pas une question de nombre. La solitude, la vraie, est une question de regard. Et personne, autour de lui, ne l'avait jamais vraiment regardé. L'infarctus est arrivé en juillet 2004, à Tcheboksary, la capitale de la Tchouvachie, sa république natale, pendant des compétitions sportives. Au milieu du bruit, au milieu des applaudissements, au milieu des cris, au milieu de la foule. Une crise, subite, comme une panne, en plein vol, sans signal préalable. Une crise qu'il n'a pas vue venir, une crise qu'il n'a pas eu le temps de commenter. Une crise qu'il a pris, comme une mer prend un homme qui s'est trop éloigné du rivage. Et tout s'est arrêté. Le cœur d'abord, puis le souffle, puis le bruit autour qui s'est tu, peu à peu, comme une salle qui se vide après la fin d'un film. On l'a appris, en Russie, par de petites dépêches, sans gros titres, sans drapeau en berne, sans heures de direct, sans ces longues cérémonies qu'on réserve d'habitude à ceux qui ont marqué l'histoire. On a parlé de lui quelques jours dans les journaux. On a parlé de lui quelques heures à la télévision. On a dit qu'il avait été un cosmonaute. On a dit qu'il avait été un héros. On a dit qu'il avait été un symbole. Et puis on est passé à autre chose. Parce que le monde, lui aussi, continue de tourner sans vous. Le monde, lui aussi, a ses propres caps, ses propres rendez-vous orbitaux, ses propres urgences. Et un homme qui s'éteint, même un homme qui a flotté au-dessus de la terre, même un homme qui a serré la main de Gagarine, même un homme qui a parlé à Khrouchtchev et qui a obtenu de Brejnev la permission de divorcer, finit, lui aussi, par devenir peu à peu une ligne dans une archive, une photo dans un album, un nom qu'on prononce de moins en moins. Les funérailles ont été modestes, pas de foule immense, pas de délégation officielle innombrable, pas de fanfare militaire au grand complet, juste quelques proches, juste quelques collègues, juste quelques habitants de son village natal, venus à pied, en habit du dimanche, pour dire adieu à l'un des leurs. Ni son ex-femme, ni sa fille n'étaient là. Personne, d'après les récits, ne les a vus. Personne, d'après les récits, ne sait pourquoi.
Les versions divergent, comme toujours. Peut-être que la distance, à elle seule, avait suffi. Peut-être que le silence, à lui seul, avait suffi. Peut-être que la vie, à elle seule, avait continué, ailleurs, sans se retourner. On l'a enterré à Chorchely, dans son village, en Tchouvachi. Pas à Moscou. Pas sur la place rouge. Pas dans les allées réservées aux héros. À Chorchely, dans la terre qu'il avait vue naître, dans la terre qu'il avait vue grandir, dans la terre où, autrefois, un enfant apprenait à marcher, à regarder le ciel, à compter les étoiles. Dans la terre où, plus tard, un adolescent rêvait de devenir aviateur, puis cosmonaute, puis autre chose qu'un villageois. À Chorchely, la terre a refermé, lentement, sur ce qui restait de lui. Et les pierres, autour, ont pris sa place. Et le ciel, au-dessus, a continué, comme avant, à cligner, indifférent. On grava sur la pierre un nom. On grava, sans doute, quelques dates. On grava, peut-être, un mot qu'il avait prononcé, un jour, dans une de ces interviews qu'il n'aimait pas, mais qu'il acceptait, parce qu'on lui demandait, parce qu'on insistait, parce qu'on avait besoin, en bas, de croire que les héros parlent. Mnie czastos niacja rodnie chercheli, izviosdi nad nimi. Il m'arrive souvent de rêver de mon Chorchely natal, et des étoiles au-dessus. C'était sa phrase. Pas une grande phrase, pas une phrase de tribun, une phrase simple, presque naïve, presque enfantine. Une phrase qui disait, sans en avoir l'air, tout ce qu'il était. Un homme qui aimait un coin de terre et un coin de ciel. Un homme qui, parti très loin, était revenu, au moins dans ses rêves, à ce point minuscule sur la carte, à ce village sans importance stratégique, à ces étoiles qu'on voyait, mieux qu'ailleurs, depuis les collines. Et c'est peut-être pour cela, dit-on, que les vrais héros ne meurent pas. Ils ne disparaissent pas. Ils deviennent autre chose. Ils deviennent une part du paysage, une part du silence, une part de ce ciel qu'ils ont regardé des années durant, depuis le hublot d'une capsule ou depuis le banc d'un square, dans une ville qui ne savait plus quoi faire d'eux. Ils deviennent une part de cette éternité qu'on leur a refusée de leur vivant. On ne leur a pas donné, ici-bas, l'éternité qu'ils méritaient. Alors ils la prennent, doucement, par eux-mêmes, en s'en allant, en se taisant, en restant, malgré tout, présents. Présents dans un mont, gravé sur une pierre. Présents dans une tasse d'enfant, avec sa fissure. Présents dans une main qui s'est posée, un soir, sur une épaule. Présents dans une voix qui a dit, un jour, un seul mot, à l'autre bout d'un fil. Papa. Un mot qui à lui seul valait tous les rapports. Un mot qui à lui seul valait tous les vols. Un mot qui à lui seul valait toutes les décorations. Un mot qu'il avait attendu, sans l'avouer, pendant 10 ans. Un mot qui aujourd'hui résonne encore, quelque part, dans la mémoire de ceux qui l'ont connu. Un mot qui aujourd'hui ne meurt pas. Comme lui. Comme les étoiles, là-haut, qui ne meurent pas, même quand on ne les voit plus. Qui brillent, encore, dans un coin du ciel. Qui attendent peut-être qu'un enfant, quelque part, lève les yeux et se mette, lui aussi, à rêver. Et l'on se dit, en fermant les yeux, en imaginant ce village, en imaginant ce ciel, en imaginant ce vieil homme assis à sa table, devant une tasse vide, que les plus grands parmi nous ne sont pas ceux qu'on acclame, ce sont ceux qu'on oublie, ce sont ceux qu'on laisse, un soir, dans une chambre d'hôpital, sans fleurs, sans visiteurs, sans nouvelles. Ce sont ceux qui s'éteignent un jour de juillet, au milieu du bruit, sans que personne, autour, ne se retourne. Et qui continuent, malgré tout, à briller dans un coin du ciel, comme une étoile qu'on n'a pas encore appris à nommer.